Alors, Émile Lanoux, retraité de l'Éducation nationale, mélomane, puisque le terme mélomane, en fait, regroupe bien les gens qui pratiquent la musique, mais ceux qui aiment. Bon, je suis entre les deux. Et puis, si vous voulez, le lien que j'ai avec la musique, c'est qu'effectivement, j'ai écrit 2 ouvrages sur la musique guyanaise. Pour ma part, il n'y a pas forcément de musique de carnaval. C'est-à-dire qu'il y a une musique guyanaise qui, pendant la période de carnaval, prend certains accents, n'est-ce pas? Pendant cette période, elle est beaucoup plus mouvementée, si on peut dire, n'est-ce pas? Elle se joue plus rapidement, mais le reste de l'année, elle existe et elle se joue avec moins de tension. Hein? Donc, c'est une musique qui a ressuscité, comme je le disais précédemment, aux environs des années 80, avec l'arrivée de l'orchestre Les Mécènes au Dancing Soleil Levant. Parce qu'auparavant, cette musique qui aujourd'hui est caractérisée particulièrement par la biguine et la mazurka. Il faut dire que dans le passé, eh bien, ces danses-là ont connu des déboires. Ont connu des déboires dans les années 50 à peu près, avec l'arrivée de certaines danses qui venaient de Cuba, par exemple, comme le mambo et d'autres danses. Donc, cette musique a connu des temps difficiles, au point tel qu'elle était sur le point de mourir. Les jeunes, en fait... Alors, il y a eu, si vous voulez, on va distinguer 2 phases. La première phase, c'est celle pendant laquelle les danseurs ont boudé cette musique, préférant une autre musique beaucoup plus moderne, si vous voulez. Donc, je disais mambo, cha-cha-cha, calypso. Et la deuxième phase, c'est quand les musiciens eux-mêmes ont refusé de jouer, n'est-ce pas, la biguine et la mazurka. Et c'est une musique qui était à l'époque que l'on attribuait aux vieux, aux anciens, n'est-ce pas? C'est la musique des vieux, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison qu'à cette époque-là, la musique de carnaval allait au carnaval les gens d'un certain âge. Hein, les jeunes n'étaient pas intéressés par ça, ben, de grand monde, voilà. Et ainsi, la musique, cette musique-là, donc biguine et mazurka, au fur et à mesure du temps, a perdu de son crédit. Et jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 80, où les mécènes arrivent, et les mécènes, comme je le disais tout à l'heure, ont ressuscité. Et cette histoire-là, elle est assez particulière, parce qu'en fait, il y a 2 événements qui vont montrer pourquoi cette musique-là va prendre de l'ampleur. Mais tout d'abord, les mécènes étaient un orchestre de jeunes. Un orchestre de jeunes, donc, attiré par la musique de jeunes, c'est-à-dire avant, à cette époque-là, c'était, n'est-ce pas, la cadence calypso, particulièrement. La cadence calypso qui venait de la Dominique, les jeunes étaient friands de la cadence calypso, donc tout le monde jouait ça. Je ne me souviens plus d'autres rythmes modernes, quoi, mais ils n'étaient pas intéressés par ça. Donc quand ils sont arrivés chez Nana, ils ont eu un double problème, en fait. Il faut qu'ils montrent qu'ils soient là, et il faut qu'ils interprètent la musique. Il faut qu'ils interprètent une musique qu'ils ne connaissent pas, n'est-ce pas? Donc, ils vont faire avec les moyens du bord. Ils seront aidés par les anciens, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent garder un cap, mais c'est une musique qu'ils ne connaissent pas. Et c'est ça le plus des mécènes. Le fait qu'ils ne connaissent pas cette musique, ils ne peuvent pas la jouer comme la jouaient les anciens. Ils vont la jouer à leur façon. Et c'est déjà la première rupture avec le passé. La première rupture qui va donner un autre aspect à la biguine et à la mazurka. Et puis avec le temps, mais il y a d'autres événements qui vont intervenir, qui vont faire qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes arrivés à un stade où cette biguine et cette mazurka ont quitté le stade ancien qu'ils avaient pour déboucher, pour ma part, sur quelque chose de complètement nouveau. Alors, l'histoire des femmes dans la musique guyanaise, c'est la même que l'on trouve dans d'autres régions, et particulièrement aux États-Unis dans le jazz. Dans le jazz aux États-Unis, les femmes sont arrivées très tard. Les femmes ont été musiciennes, n'est-ce pas? Mais elles étaient cantonnées ou à enseigner la musique ou à interpréter la musique dans les églises, n'est-ce pas? Mais il était impensable de voir une femme, à l'époque, aller dans une boîte de jazz, d'autant plus que le jazz, à l'époque, se jouait dans des trucs, mais vraiment, des boîtes, je ne sais pas moi, infâmes. Il n'était pas question. Mais de la même façon, en Guyane également, la femme, n'est-ce pas, a un rôle d'épouse
de mère, n'est-ce pas? Son rôle, c'est d'éduquer ses enfants et de s'occuper de son mari. Il était impensable de voir une femme sur une scène et surtout dans un dancing. La moralité de la femme est engagée. Donc il n'était pas question qu'on voit une femme. Les femmes, par contre, elles ont chanté dans la musique traditionnelle. Elles ont chanté le casse-écos, c'était tout à fait naturel. Mais jamais on ne pensait voir une femme. Alors, la première qui est restée dans la mémoire, donc je ne sais pas s'il y en a eu auparavant, mais il semblerait que la première, non pas il semblerait, là je suis sûr de ce que je dis, la première femme à chanter, n'est-ce pas, chez Nana, hein, pas dans la musique de carnaval. La première femme à chanter chez Nana, c'était une demoiselle, son nom m'échappe, son nom m'échappe. Elle venait précisément à minuit pour chanter une chanson. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de répertoire particulièrement pour les femmes. Donc, c'est la première. Marie-Christine Serrano. Elle s'appelait Marie-Christine Serrano. Il faut bien comprendre le problème. La femme, n'est-ce pas, c'est un être particulier qui avait pour mission de rester à la maison, je peux dire. Une femme pouvait chanter à la maison, lors des réunions familiales, la femme chantait à l'église, n'est-ce pas? La femme chantait dans les groupes folkloriques, mais il était impensable de voir une femme chanter dans le carnaval, d'autant plus que le carnaval n'était pas quelque chose de bien vu. Donc si une femme voulait garder sa moralité, elle ne devait jamais monter sur une scène dans un bal pareil masqué. Évidemment, quand les mécènes sont arrivés, ils sont arrivés contre le cours de l'histoire. Parce que s'il y avait un orchestre qui devait prendre la relève de l'orchestre de Georges Théoula chez Nana, ce n'était pas l'orchestre des Mécènes. L'orchestre des Mécènes, c'est des petits jeunes, des petits jeuneaux qui faisaient la musique pour leur bon plaisir. Et effectivement, pour la plupart, ils étaient autodidactes. Il faut bien savoir qu'en Guyane, eh bien, on n'a pas eu... notre conservatoire est arrivé bien tard. Il existait des cours privés, n'est-ce pas? Mais puisque l'instrument privilégié à l'époque était la guitare, on pouvait facilement se trouver des méthodes de guitare, à étudier une tablature. Donc, beaucoup de guitaristes ont été autodidactes. Les musiciens ont été autodidactes, ce qui fait que, au début, on s'est contenté pendant longtemps de reproduire tout ce qui venait de l'étranger, n'est-ce pas? Nous avons, par exemple, les premiers bals paris masqués étaient inondés par la musique martiniquaise et guadeloupéenne, n'est-ce pas? Les biguines guadeloupéennes et martiniquaises étaient essentiellement jouées, c'était ça le répertoire, n'est-ce pas? La musique créole, représentée particulièrement par la biguine et la mazurka, était jouée dans une structure, il y avait une orchestration qui était simple. C'est une orchestration, en fait, qui est inspirée de celle des premiers orchestres du style jazz New Orleans, n'est-ce pas? Avec les trois instruments solistes, c'est-à-dire clarinette, cornet et trombone, n'est-ce pas? L'accompagnement avec le banjo, et puis on peut avoir soit un violoncelle, soit une contrebasse pour la basse, et puis avec la batterie rudimentaire qui est composée à l'époque uniquement d'une caisse claire et d'une grosse caisse, n'est-ce pas? Il y aura une rupture, n'est-ce pas? On va voir la disparition de la clarinette qui sera remplacée par le saxophone. Alors cette disparition, en fait, elle peut s'expliquer par différentes raisons. D'abord, le fait que la clarinette est un instrument assez particulier et on n'a plus de clarinettistes, en fait. Il n'y a plus de clarinettistes à cette époque-là. Les jeunes, la clarinette est considérée comme un instrument ringard. Les jeunes sont intéressés par la guitare. Et avec, n'est-ce pas, l'arrivée de la guitare électrique, n'est-ce pas, les fameux Fender, n'est-ce pas, vont faire la révolution. Donc tout le monde veut sa guitare électrique. Donc les instruments avant, et en Guyane particulièrement, nous avons souffert pendant longtemps de cette absence d'instruments avant. La Guyane s'est fait remarquer justement par la dextérité de ses guitaristes. D'ailleurs, il y a une école de guitare guyanaise qui a été mise en place par les Joe White, par Eudomien Caberia. Et c'est cette école-là qui aujourd'hui encore existe. Donc les musiciens guyanais ont d'abord été des guitaristes. Et la guitare, d'une part, elle est facile à trouver. Elle se construisait également. Il y a M. Max Joséphine, qui était professeur au collège technique
au lycée technique et il en fabriquait en contreplaqué. Donc on avait la guitare, c'est vraiment l'instrument de prédilection. Et bien vite, les musiciens se sont trouvés un peu à l'étroit, avec uniquement la guitare. Il y a eu l'influence d'autres instruments, comme par exemple à l'arrivée de l'orchestre Exile One. Tous les Dominicains qui sont venus avec la cadence Calypso sont arrivés avec le synthétiseur. Donc le synthétiseur, n'est-ce pas, ça a incité. Après, vous avez la musique latine qui est arrivée avec ses... Avant, on a eu la musique latine qui est arrivée avec les instruments avant. N'est-ce pas, les trompettes, les saxophones, les trombones. Et en plus, les dernières influences concernant les instruments avant ont été apportées par la perfecta, n'est-ce pas? On a eu cette influence de la perfecta avec les cuivres. Et tout ça, ça a mis en place cette volonté de se tourner vers les cuivres. À ce moment-là, eh bien, il y a eu des professeurs qui ont donné des cours. On a eu des professeurs de passage, en particulier certains musiciens haïtiens qui ont formé des Guyanais avant, n'est-ce pas, que l'école de musique puisse mettre à disposition des cours pour former les musiciens. Donc, en résumant, dans un premier temps, l'instrument privilégié des Guyanais, c'est la guitare. Voilà. On va terminer sur les textes des chansons. Oui. Est-ce qu'on peut classer les thématiques? Alors, rapidement, si vous voulez, on peut noter deux grands mouvements. À la période, au début, à l'arrivée des mécènes dans les années 80, toutes les chansons tournaient autour du touloulou, autour du carnaval. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est le bal Paris masqué qui va ressusciter la biguine de la mazurka. Donc, toutes les évolutions qu'on va noter dans la biguine de la mazurka se feront dans le bal Paris masqué, et particulièrement dans le dancing chez Nana, n'est-ce pas? Chez Nana doit être considéré comme un patrimoine culturel guyanais, parce que c'est là qu'on a eu toute la révolution concernant le bal Paris masqué et la musique guyanaise. Dans un premier temps, donc, c'était le touloulou. Le touloulou, je n'ai pas les titres en tête, mais on va se rendre compte que c'est le touloulou. Cependant, il s'est passé une chose. Les musiciens se sont rendus compte qu'on ne passait pas leur musique. Et on leur reprochait justement de ne pas passer leur musique hors carnaval parce que la biguine et la mazurka ont été cantonnées à ce rôle de musique du bal Paris masqué, autrement dit du bal carnaval, la musique du carnaval. Voilà pourquoi certains emploient un terme que je n'aime pas, la musique carnavalesque. Je trouve ça grossier, je ne l'apprécie pas. Bref, donc biguine et mazurka sont restés dans cette enveloppe de carnaval parce que les thèmes portaient particulièrement sur le touloulou. Mais quand ils se sont rendus compte qu'on leur reproche justement de ne parler que de ça, et c'est pour cette raison qu'on ne diffuse pas leurs morceaux, alors ils se sont mis à changer. Et là, on est passé à autre chose. Les thèmes ont changé, on ne parle plus forcément de touloulou ni de carnaval, on parle d'autre chose. Parler de la femme, on peut parler de la vie, de la déception, n'est-ce pas? Et il y a un exemple, n'est-ce pas, qui était donné tout à l'heure, c'est celui de Mésentente. Mésentente ne parle pas de touloulou. Hein, il parle des élections de 82, des élections cantonales qui ont entraîné des émeutes dans les rues de Cayenne. Voilà. Donc, au début, si on accepte Mésentente, les textes parlent du touloulou, du carnaval, du touloulou. Et après, eh bien, pour que leur musique soit accessible à tout le monde et surtout qu'elle puisse passer sur les radios, eh bien, ils ont d'abord, avant de changer les paroles, ils ont d'abord modifié le rythme. Parce qu'on trouvait, alors, si vous voulez, on associe la musique du carnaval à son rythme. Alors, rapidement, si on peut faire une différence entre la biguine aux Antilles et la biguine en Guyane, la biguine aux Antilles, à mon sens, est mélodique. La biguine aux Antilles, que ce soit Guadeloupe ou Martinique, repose sur des mélodies. Il y a des mélodistes, il y a des gens dans ces pays-là qui savent composer, qui savent écrire des chansons. Chez nous, ce n'est pas que nous ne sachions pas le faire, mais nous, le contexte est différent. Nous évoluons dans le bal Paris masqué. Donc, notre biguine à nous, elle est beaucoup plus rapide. Alors, il y a une anecdote. Au-delà de cette anecdote d'un musicien, un jeune musicien qui n'arrivait pas à tenir la cadence,
Et on lui demandait de tenir la cadence. Pour lui, tenir la cadence, c'était accélérer. Il a accéléré, et puis c'est comme ça que le rythme est resté. Bref. Mais au-delà de tout ça, notre begin, elle est rythmique, n'est-ce pas? Elle n'est pas mélodique. Donc nous n'avons pas, il y a très peu. Dans le passé, nous avions des chansonniers, tels que Samuel lui-même. Mais aujourd'hui, on a des musiciens qui font de très belles chansons, comme Claude Henrion, les noms m'échappent. Mais notre musique est plutôt comme elle se joue d'abord dans le bal Paris masqué, elle est d'abord rythmique. Votre souhait pour le futur de cette musique? Ah ben non, qu'elle continue à évoluer, parce que là, on assiste à une transformation extraordinaire. Entre 1980 et aujourd'hui, nous sommes en 2022, eh bien, on constate que cette musique, aussi bien la begin, mais particulièrement la mazurka, a évolué. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte. Ils disent que la mazurka a évolué et ils ne veulent pas aller jusqu'au bout. En biologie, quand on parle d'évolution, on parle de différentes phases de transformation et qui aboutit à quelque chose de final. Donc si on estime que la musique, que la mazurka a évolué, inévitablement, elle arrive à quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'on constate avec l'arrivée, n'est-ce pas, de l'orchestre carnivore, et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à une musique qui a tout perdu de la mazurka. Tout ce qu'elle a conservé de la mazurka, ce sont les 3 temps. Hein? Il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de nuit, il y a des riffs, on n'a plus forcément l'alternance couplet-refrain, les instruments avant, n'est-ce pas, interviennent dans des riffs à contre-temps, et vous avez fait pas mal d'éléments qui montrent qu'il y a une rupture avec le passé et qui, moi, ces éléments me permettent de dire, moi, que nous sommes arrivés à la création d'un nouveau rythme, d'un nouveau genre, n'est-ce pas, dans la musique guyanaise. Maintenant, c'est aux Guyanais de se l'approprier, de lui donner un nom. Mais moi, je crois que ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, la musique que fait l'orchestre carnivore, vous pouvez prendre n'importe quel type quelle musique de carnivore, pour moi, c'est plus de la mazurka. On est passé au cap au-dessus. Voilà.